lésions dites vasculaires superficielles regroupent en fait deux très grands cadres qu'il convient de distinguer. D'une part, les tumeurs vasculaires avec hyperplasie endothéliale, et d'autre part, les malformations vasculaires qui relèvent d'une anomalie de développement embryonnaire sans hyperplasie endothéliale. Parmi les tumeurs vasculaires, on compte principalement l'hémangiome, c'est-à-dire cette petite framboise vue en période néonatale, ainsi que d'autres entités plus rares et plus exotiques qui ne seront pas développées dans ce module. Parmi les malformations vasculaires, ces anomalies de développement embryonnaire sans hyperplasie endothéliale, on l'a dit, on distingue deux grands cadres. Le premier, les anomalies à flux rapide, qui comptent les rares malformations artério-veineuses et fistules artério-veineuses, et les anomalies beaucoup plus fréquentes, à flux lent, qui comptent les malformations capillaires, rares, les malformations lymphatiques, plus fréquentes chez l'enfant, et les très fréquentes malformations veineuses qui feront l'objet du présent module. En avant-propos, arrêtons-nous tout de même brièvement sur ces trois entités phares que nous avons soulignées ici, l'hémangiome d'une part, les malformations artério-veineuses à flux rapide d'autre part, et enfin, et pour terminer, les malformations veineuses. L'hémangiome, on l'a dit, est une tumeur superficielle qui survient en période néonatale et représente à peu près 1% des naissances. Il s'agit d'une petite tache parfois en relief, prenant l'aspect d'une petite framboise. Son potentiel évolutif est en fait faible. La progression est possible la première année, néanmoins, dans près de 80 à 90% des cas, ces lésions régresseront pour disparaître en moyenne dans les 7 premières années de vie. Ces lésions sont souvent superficielles et relèvent d'un diagnostic clinique sans nécessité d'utiliser l'imagerie. La seconde entité que nous aimerions souligner est la malformation artério-veineuse qu'on appelle MAV. Attention que ce terme de MAV ne correspond pas aux malformations vasculaires au sens large, mais bien à ces très rares et souvent péjoratives malformations artério-veineuses. Celles-ci, on l'a dit, sont très rares et relèvent d'anomalies congénitales, contrairement aux fistules artério-veineuses qui peuvent être congénitales ou parfois acquises au décours d'un traumatisme. Il existe dans ces malformations artério-veineuses un flux rapide par shunt artério-veineux termino-terminal. Ce qu'il est très important de savoir et de retenir, c'est que ces lésions ont un potentiel évolutif de progression en cas d'agression et notamment de biopsie. Leur prise en charge peut être parfois difficile en centre spécialisé. Enfin, et pour terminer, introduisons cette malformation veineuse, c'est la grande vedette de ce chapitre. Elle est extrêmement fréquente, se rencontre souvent chez l'enfant ou l'adulte d'âge relativement jeune. Le flux à l'intérieur de cette malformation est souvent lent et de type veineux. À l'inverse des malformations artério-veineuses, leur pronostic est souvent très bon, leur évolutivité est en fait très faible au cours de la vie. À travers les prochaines diapositives, nous irons plus loin sur la physiopathologie et la sémiologie de cette dernière entité. Cette malformation veineuse, car c'est bien le terme qu'il faut désormais appeler, était encore très récemment dans la littérature, appelée notamment hémangiome caverneux. Elle compte statistiques que nous n'avons pas encore données pour les 2/3 des malformations vasculaires. Sur un plan histologique, on a dit il ne s'agit pas d'une tumeur, mais bien d'une anomalie d'origine embryonnaire. Il existe au microscope une organisation veineuse anormale avec enroulement d'un lacis variqueux en une espèce de pelote, en général très facile à reconnaître en imagerie et notamment en IRM, nous le verrons. S'il n'existe, on l'a dit, pas d'hyperplasie endothéliale d'allure tumorale, eh bien sachons que ces veines sont un peu anormales puisqu'il n'existe pas de couche musculaire lisse au microscope. Fait très important à connaître en histologie, il existe à l'interface entre ces différentes varices veineuses tubulées des espaces graisseux, des septa graisseux, qui seront en fait faciles à reconnaître en imagerie et qui contribueront à affirmer le diagnostic de malformation veineuse. Enfin, et pour terminer, il est très important de savoir que ces malformations veineuses n'ont en fait pas de frontières, elles ont une capacité à infiltrer les tissus environnants, qu'ils soient superficiels ou profonds, qui est assez importante. On distinguera donc des formes superficielles qui pourront bomber sous la peau, se rapprocher de l'aponévrose ou parfois même la traverser pour donner des formes moins visibles cliniquement et qui ne se traduiront que par une gêne ou parfois des douleurs mais sans masse clinique. Bien entendu, il en découle que des formes mixtes peuvent survenir, de franches extensions à travers le tissu cutané, l'aponévrose, mais également les espaces musculaires sous-jacents.
Sur un plan clinique, eh bien, il faut savoir que ces lésions sont développementales, elles sont donc présentes dès la naissance, elles parleront plus ou moins tôt, mais souvent lorsqu'elles parlent seulement chez l'enfant ou l'adulte jeune. Il existe une capacité d'aggravation pendant la vie qui reste toutefois modeste compte tenu par exemple de l'absence d'œstrogénodépendance, à l'inverse, nous ne l'avions pas dit, des malformations artério-veineuses qui connaissent souvent des croissances importantes lors des grossesses. Une particularité de ces formations veineuses, c'est qu'elles sont irriguées par le sang. Elles pourront donc, à travers le temps, subir des thromboses itératives, à l'origine en phase aiguë de douleur, et sur du plus long terme, de modifications morphologiques à type de phlébolite notamment. Au sein du corps humain, eh bien, souvenons-nous que ces malformations veineuses n'ont virtuellement pas de frontières, elles peuvent donc se rencontrer absolument partout, au niveau de la tête et du cou, et en particulier dans la région labiale, au niveau des membres et en particulier au sein des pièces musculaires, mais parfois même en distalité, infiltrant les régions tendineuses, comme nous le verrons. Et enfin, au niveau du tronc, que ce soit dans le tissu sous-cutané ou plus profondément en direction des viscères abdominaux par exemple. Sur un plan clinique, eh bien, nous l'avions suggéré, ces lésions peuvent facilement être asymptomatiques, en particulier lorsqu'elles sont petites et profondes. En revanche, lorsqu'elles sont plus superficielles, elles viendront favoriser une tuméfaction du tissu sous-cutané qui d'ailleurs pourra montrer une légère coloration bleutée caractéristique. Il est intéressant de savoir que puisqu'elles sont irriguées par du sang veineux, ces lésions ont la capacité de grossir avec l'orthostatisme, avec le Valsalva ou à l'effort, expliquant notamment que les patients se plaignent plus volontiers d'une gêne ou d'une douleur le soir que le matin. Sur un plan clinique, on ne peut omettre le fait que, parce qu'elles sont irriguées par des veines, eh bien, ces lésions peuvent subir des thromboses itératives avec des conséquences aiguës ou plus chroniques. Quelles sont ces conséquences? Eh bien, sur un plan clinique, des épisodes douloureux qui peuvent être modestes par de légères thromboses itératives ou qui peuvent être nettement plus bruyantes, amenant le patient aux urgences avec un tableau de douleur suspendu d'un membre ou du tronc et association possible d'un petit fébricule comme dans une phlébite par exemple. Il est important également de savoir que lorsque ces malformations veineuses sont très extensives, dans une cuisse par exemple, eh bien, les thromboses itératives survenant souvent à bas bruit peuvent malgré tout favoriser une coagulopathie de consommation avec risque hémorragique consécutif. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces lésions sont de grande taille, on propose aux patients un bilan de coagulation, incluant le dosage du fibrinogène. Si sur un plan de l'imagerie, eh bien, on devra savoir rechercher et identifier ces caillots, souvent tubulés au sein des images veineuses, eh bien, dans un contexte plus chronique, il faudra savoir en rechercher les conséquences. Ces formations tubulées pourront persister et se voir à travers le temps, mais ce qui apparaîtra souvent sur le lit de ces thromboses, ce sont ces petites images ossifiées, arrondies qui correspondent à des phlébolites caractéristiques sans être pathognomoniques de ces malformations veineuses. Alors quelle est la sémiologie de ces lacis variqueux en imagerie? Eh bien, on l'a expliqué, il s'agit d'une pelote d'allure vasculaire que les Américains ont appelée dans la littérature le bag of worms, le sac de verre, image étonnante mais ô combien parlante. En voici une illustration dans un plan coronal et en voici une illustration dans un plan axial steer, ici sur une fesse gauche dans un contexte de douleur modérée chez un patient jeune. On voit bien ce lacis de petites formations tubulées, coalescentes, et dont le signal sera dans une grande majorité des cas élevé en pondération T2. En pondération T1, eh bien, il s'agit du signal du sang. Le signal peut donc être faible lorsqu'il s'agit de vieux sang, mais parfois un peu plus élevé lorsqu'il s'agit de sang un peu plus récent. Fait absolument majeur sur cette pondération T1, et nous l'avons dit au chapitre de l'histologie de ces malformations veineuses, il existe des septa graisseux qui sont en fait reconnaissables pour peu qu'on les cherche. En zoomant sur cette image axiale T1, on constatera bien qu'il existe pénétrant au moins par endroit dans la lésion des petits septa veineux qui séparent en fait nos différentes varicosités. Qu'en est-il du rehaussement? Eh bien on l'a dit, ce sont des lésions à flux lent, ce flux est en fait lent et tardif, ce qui fait que lorsque l'acquisition est assez précoce, eh bien on n'attrapera pas ce rehaussement à ce stade. Il faut donc, si cela est jugé nécessaire, savoir répéter l'acquisition dans le plan axial quelques minutes plus tard pour voir ce rehaussement apparaître. Quoi qu'il en soit, le job est fait ici puisque l'on confirme bien que cette lésion est peu ou pas circulante, ce qui est un facteur de réassurance à l'égard d'une tumeur plus agressive.
Si l'on attend un petit peu, en général, le rehaussement sera en mode, sera très hétérogène. Il se fera progressivement souvent par la périphérie de ces petites lésions, et cette constatation se fait bien sur toute la hauteur de cette malformation veineuse typique. Quoi qu'il en soit, si ce rehaussement est absent ou en mode, et bien sûr les séquences en pondération T2 ou les séquences STIR, il faudra toujours, devant ces images tubulées, s'assurer de l'absence de flavoïdes, c'est-à-dire d'images tubulées en vide de signal qui, elles, évoquent des vaisseaux à circulation rapide d'origine artérielle et orienteraient alors plus vers une malformation artério-veineuse, dont on rappelle néanmoins la rareté. Enfin et pour terminer, on recherchera toujours au sein de ces formations tubulées des petites images punctiformes de signal faible que représentent les phlébolites ou des dépôts d'hémosidérine traduisant la nature hématique du contenu de cette malformation veineuse. La prévalence des phlébolites, disons-le ici, oscille entre 20 et 67% des cas selon les séries. Afin d'illustrer cette sémiologie, nous allons maintenant vous proposer quelques cas cliniques, en commençant par celui de ce patient qui vient pour un contrôle évolutif en IRM d'une vieille fracture de tête radiale et chez qui l'on trouve de façon manifestement fortuite une lésion de la loge des extenseurs. L'aspect est celui d'un sac de verre avec apposition au sein d'une pelote, de nombreuses formations tubulées, de signal très élevé en pondération T2, et dont nous allons vous montrer l'aspect dans un plan axial d'épée façade. Il faut se mettre dans l'œil cette sémiologie, cette apposition de formation tubulée tout à fait caractéristique et qui, au moins au premier coup d'œil, doit vous évoquer une malformation veineuse. Il faudra aller plus loin pour rechercher d'autres arguments et signer formellement ce diagnostic de tuméfaction des parties molles à reconnaître en imagerie. Ainsi, en plus de cette présomption sur ces images en pondération T2, on regardera attentivement la pondération T1, on retrouvera un signal faible ou plus élevé, mais on retrouvera surtout des petits septa graisseux à l'intérieur de la lésion. Après injection, le rehaussement était ici et comme souvent relativement hétérogène et tardif, on l'a dit. Illustrons une autre forme, cette fois plus distale et péritendineuse. Il y a bien un phlébolite sur la radiographie, ou même des phlébolites sur la radiographie, chez ce patient porteur de douleurs mal étiquetées depuis plusieurs années. Lorsque vous faites l'imagerie, vous allez tomber sur cette formation comportant de nombreuses images tubulées de signal élevé en T2, de signal d'ailleurs élevé en pondération T1, dont on note qu'elle n'a pas de frontière puisqu'elle passe de la loge des tendons à travers les muscles interosseux et en direction de la surface. Après injection, le rehaussement est hétérogène et assez tardif. Pour terminer, le plan coronal nous illustre bien ici cette organisation en sac de verre, ici d'orientation longitudinale et parallèle au plan tendineux. L'ensemble des formes que nous avons présentées ici étaient en fait des formes profondes, mais si l'on se souvient que les malformations veineuses n'ont virtuellement pas de frontières, on ne sera pas étonné de rencontrer ces petites formes sous-cutanées. Voici l'exemple d'un patient présentant une petite tache bleutée de la partie haute de la fesse gauche, parfois un peu douloureuse et parfois un peu tuméfiée. Lorsque vous faites une imagerie, vous rencontrerez bien au sein du tissu sous-cutané un petit lacis variqueux relativement évocateur d'une malformation veineuse et l'on verra ces formations tubulées progresser vers la profondeur pour traverser manifestement l'aponévrose musculaire et pénétrer au sein du muscle. Le signal de cette lésion est très élevé en T2 ou en STIR, mais on notera à l'intérieur de petites images tubulées correspondant soit à des petites thromboses endoluminales, soit à des phlébolites. Lorsqu'on regarde la pondération T1, on retrouvera quelques petits septa graisseux qui pénètrent la lésion, relativement caractéristiques, et lorsqu'on pose la sonde, on confirmera l'existence, au sein de la lumière de cette malformation veineuse, d'un petit phlébolite avec cône d'ombre postérieure. Mais si ces malformations veineuses ont la capacité de traverser les aponévroses et de passer du muscle à la peau et de la peau au muscle, eh bien, ces malformations veineuses peuvent aussi pénétrer vers la profondeur des structures nobles telles que les pièces osseuses de cet avant-bras chez une fille de 10 ans avec douleur ancienne. On retrouve une image caractéristique au sein de l'espace interosseux avec quelques phlébolites en leur sein, mais on constate que cette lésion va pénétrer au sein des pièces osseuses. S'il n'existe pas de véritable pénétration de cette malformation veineuse au sein de l'os, eh bien, il existe dans une série disponible dans la littérature une réaction osseuse dans près de 30% des cas. Cette réaction sera purement périostée dans 23% des cas. Elle pourra être corticale sous forme d'un épaississement ou de pénétration vasculaire au sein de l'os. Elle pourra enfin atteindre la médulaire dans près d'un tiers des cas.
Qu'en est-il de la sémiologie en échographie? Les lésions sont volontiers hypoéchogènes et très hétérogènes avec quelques caractéristiques majeures que nous allons détailler. La première caractéristique majeure à retenir est l'existence de varices parfaitement anéchogènes en échographie. C'est une image que l'on doit nécessairement retrouver pour affirmer le diagnostic de malformation veineuse. Il existe aussi des petits septa internes qui, à l'égal de ce que l'on notait en IRM, seront visibles en échographie. Enfin, des phlébolites seront présents. Si l'on regarde en dynamique cette lésion, en la balayant, on retrouvera bien des petits septa internes, on retrouvera des phlébolites et on retrouvera des zones parfaitement anéchogènes, des lacs veineux qui sont indispensables dans le diagnostic d'une malformation veineuse et nous illustrerons pourquoi dans un cas clinique à venir. La seconde caractéristique majeure d'une malformation veineuse est sa compressibilité, son écrasabilité. On prend la sonde, on la pose dessus et on comprime cette lésion. On va donc chasser le sang qui y siège, écraser les septa les uns contre les autres, et cette manœuvre de compression est indispensable. Elle doit être faite devant toute suspicion de malformation veineuse. Enfin, devant cette lésion, on placera du Doppler. On ne sera pas surpris de ne rien trouver du tout, ou au mieux un flux veineux lent et monophasique. Théoriquement, il n'existe jamais de flux artériel, au moins au sein de ces images anéchogènes qui correspondent à la lumière de ces vaisseaux intralésionnels. Si l'on regarde ce second cas, eh bien on conviendra que l'aspect est très évocateur au sein de cette graisse suprapatellaire. En échographie, l'aspect l'est également avec des lacs anéchogènes confluents, séparés par quelques septa manifestement graisseux, tandis qu'en Doppler, il n'existe rien de très significatif et certainement pas de flux artériel au sein de ces images. Cette notion d'absence de flux artériel au sein de la lumière de ces malformations veineuses nécessite toutefois une toute petite discussion. Prenons l'exemple de ce patient avec malformation veineuse de l'avant-bras, on l'a vu précédemment, on applique la sonde d'échographie, on balaye cette lésion pour retrouver ces lacs veineux tubulés anéchogènes séparés par des espaces graisseux. Un peu plus loin, on retrouvait un petit phlébolite et lorsque l'on applique du Doppler, eh bien, dans ce cas précis, nous avions eu la surprise de retrouver un petit spot ou quelques très petits spots d'allure artérialisée qui nous avaient posé question lorsque nous avions questionné nos collègues spécialisés. Ils nous avaient expliqué que c'est bien dans la lumière anéchogène qu'on ne doit pas voir de flux artériel, mais qu'en revanche, autour de ces formations et dans la graisse environnante, on peut en retrouver. Cette artérialisation relève en fait de réactions entre guillemets inflammatoires à des petits phénomènes thrombotiques itératifs dont nous avons parlé en introduction. Ainsi, ne soyons pas dogmatiques, de minimes spots artérialisés peuvent se rencontrer à proximité d'une malformation veineuse, mais certainement pas au sein de la lumière anéchogène de ces lésions. Pour terminer, illustrons cette complication aiguë dont nous avons parlé, qu'est la thrombose aiguë d'une malformation veineuse, ici chez une jeune patiente qui ne se savait pas porteuse d'une telle lésion. Elle a 15 ans, elle se présente aux urgences avec une douleur aiguë extrêmement invalidante de face antérieure de l'avant-bras, avec effectivement un antécédent de tendinite entre guillemets porté dans les années précédentes, avec traduction clinique très invalidante. Les doigts longs sont en griffe, elle est incapable de bouger en flexion-extension, il existe un petit fébricule. Lorsque vous placez votre sonde d'échographie et que vous balayez, vous allez retrouver des images tubulées profondes, certaines étant anéchogènes, d'autres étant nettement plus échogènes et nous rappelant curieusement l'aspect d'une thrombophlébite telle qu'on la verrait au sein d'une veine saphène ou d'une veine poplitée. Le diagnostic de thrombose de malformation veineuse pouvait légitimement être porté devant ces images, mais tout de même, pour compléter le bilan, une IRM a été programmée, IRM qui nous confirmera l'existence d'une pelote, d'un sac de verre au sein des structures profondes de l'avant-bras, avec présence d'images tubulées qui correspondent en fait, ici dans un plan coronal, aux thrombis que nous venons de voir en échographie. Dans un plan axial, les différentes pondérations nous confirmaient cet aspect, avec présence de caillots de signal élevé en pondération T1, retrouvés en pondération T2. Voici ces thrombis au sein de la lumière de la malformation veineuse. La prise de contraste tardive est périphérique à ces thrombis, tandis que l'écho de gradient nous confirme sa nature et leur nature hématique. Le premier point fort à retenir de ce module est que les malformations vasculaires se répartissent en deux groupes selon qu'elles sont à flux rapide ou à flux lent.
Le second point fort à retenir de ce module est que la malformation veineuse est de très loin la malformation la plus fréquente au sein des parties molles. Le troisième point fort à retenir est que la malformation veineuse présente un aspect IRM très évocateur sur la base d'un aspect en sac de verre, tandis qu'en échographie, son aspect est typique sous forme de lac anéchogène et compressible sous la sonde. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à la stratégie diagnostique à adopter quand une malformation veineuse est suspectée en imagerie, puis nous détaillerons les diagnostics différentiels de cette entité. Je vous remercie de votre attention.